Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, l'association culturelle francophone au nom de son conseil d'administration vous souhaite la bienvenue. Et je voudrais avant toute chose dire combien je suis heureux d'avoir à mes côtés Madame l'ambassadeur de l'OIF, qui, malgré ses multiples occupations, a pu donner quelques minutes de son temps pour assister à cette conférence que va nous donner Madame Sandrine Menez-Kukuruts. Madame l'ambassadeur, je voudrais vous dire combien nous apprécions l'accueil que vous faites ici, en nous donnant l'occasion de donner, d'apporter notre contribution au programme de la francophonie. Et nous en sommes très reconnaissants. Avant toute chose, je voudrais dire aussi à l'adresse de Madame Sandrine Kukuruts, qui est une productrice d'événements et écrivaine de talent. Vous avez vu les livres qu'elle a écrits et qui sont là devant vous, sur la table à côté, et que vous les offre gratuitement contre une contribution. Madame l'ambassadeur a un programme très chargé et je voudrais avant toute chose lui donner la parole pour qu'elle dise quelques mots avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. Madame l'ambassadeur. Merci, Monsieur le Président, et merci à tous de m'accueillir pour ces quelques minutes. Je suis absolument navrée de ne pas pouvoir rester, mais effectivement j'ai un autre programme ce soir, mais je suis toujours très contente et nous sommes toujours très heureux de vous avoir, de vous accueillir à l'OIF, parce que c'est ce type d'événement qui permet à nos locaux de vivre et d'avoir un sens. On est toujours très très heureux de vous avoir chez nous. Je veux juste vous rappeler que nous sommes en plein printemps de la francophonie et qu'à ce titre, votre événement entre aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, une contribution à la francophonie, aux activités de la francophonie ici. Donc on est d'autant plus heureux, même si le printemps, effectivement, s'est annoncé par date, mais pas vraiment par température encore. Mais nous avons bon espoir que ça puisse changer dans les jours à venir. En tout cas, je veux véritablement vous remercier, vous dire combien vous êtes les bienvenus à tout moment et me réjouir du fait qu'on puisse contribuer de manière bien modeste à faire vivre à la fois nos locaux, mais aussi vos engagements, vos activités et vos envies. Donc, merci d'être là et merci de me donner la parole et merci de continuer à participer et à vous engager. Nos locaux vous seront toujours ouverts, c'est comme Mikasa et Sukasa, c'est ça. Et donc, bon printemps de la francophonie et très très bonne soirée. Merci. Je disais tantôt que Madame Kukuruts est productrice d'événements et écrivaine de talent. Elle est une femme exceptionnelle. Elle a beaucoup à nous dire. Elle a beaucoup à nous dire de sa propre vie, de sa propre manière de voir comment la femme a évolué dans notre société tumultueuse. La condition de la femme a été son
point le plus important. Et elle en a parlé dans ces deux livres qu'elle a écrits. Le premier, c'est l'atelier au fond de la cour, qu'elle a publié le 20 février 2018. Et le second, c'est la valise noire à nœud rose, qu'elle a publié il y a quelques semaines. Avant de continuer, je voudrais demander à mon ami, à notre ami, Francis Dubois, notre ami de toujours, qui a su organiser cette soirée à sa manière très compétente. Je vais lui demander de prendre la parole pour commencer cette conférence. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Joseph. Merci d'avoir organisé cette soirée. C'est le mois de la francophonie, c'est le mois de la femme. Par conséquent, rien n'est plus opportun que d'avoir une écrivaine franco-américaine à New York qui vient de publier 2 livres. L'atelier au fond de la cour, publié cette année, et la valise au noir, au nœud rose, que vous avez à votre disposition, comme le président l'a si bien dit, vous les avez à votre disposition gratuitement pour une donation de $20. Voilà. Alors, on a décidé de ne pas faire une conférence comme ça, mais de faire cela de façon plus sympathique, à savoir un interview. Alors, Madame Pérez-Kuguritz, qui êtes-vous? Alors, moi, je suis productrice d'événements, Monsieur le Président, je remercie de nous accueillir, d'ailleurs, Monsieur le Président le rappelait. Je produis des événements depuis plus de 25 ans avec mon mari et associé qui se cache au fond de la salle. Et nous avons fait ça pendant de longues années en France avant de prendre la décision de venir dans ce pays. Et nous sommes ici depuis 13 ans. Avec une particularité, nous organisons des événements de promotion de l'excellence de la France, de l'amitié franco-américaine et de la francophonie. Et donc cette invitation, mon cher Francis, et je t'en remercie, était importante pour moi parce qu'il faut défendre nos autres langues, il faut défendre ce patrimoine qui est juste exceptionnel. Et je me félicite d'ailleurs qu'à New York, il y ait de plus en plus de choses qui vont dans le sens de la francophonie. On apprend le français aux enfants. Ma fille, hier, dans son école, a reçu une classe de 1000 d'enfants de Lille qui ont passé la journée avec eux. Donc voilà, donc je me félicite que le français se réapprenne de plus en plus et qu'on va pouvoir continuer à faire vivre notre événement. Merci beaucoup. Quelle est la genèse de votre premier livre, La valise noire à nœud rose? Alors moi, j'ai toujours écrit. À l'âge de 7 ans, j'écrivais des poèmes, je noircissais des cahiers. En classe, quand on faisait une rédaction, les maîtresses me disaient « C'est très bien, Sandrine, mais si tu pouvais faire moins de 25 pages la prochaine fois, ce serait mieux. » Donc j'ai toujours écrit. Et puis, j'ai toujours commencé des livres sans jamais les finir. On est tous absorbés par des vies professionnelles denses, pas toujours évident. Et puis en 2013, je me suis levée un matin, et je me suis dit « J'y vais ce matin ». Pendant quelques semaines, tous les matins, de 5h du matin à 10h du matin, dans le silence, j'étais à mon bureau et j'écrivais. Sans notes, avec une espèce de, je ne sais pas, peut-être une âme, un ange gardien qui me permettait d'avancer. Donc j'écrivais au fur et à mesure. Et donc le premier jet de ce livre est sorti. Et puis la vie a fait que nous avions décidé de partir sur New York pour une nouvelle aventure. Donc j'ai mis tout ça de côté. J'ai fait mes événements francophones, français. Et puis il y a donc un peu plus d'1 an, mon mari m'a dit « Tu en es où de ton livre ?» Et je lui ai dit, écoute, il faut que je reprenne complètement, je l'ai mis de côté. Il m'a dit, voilà, écoute, on est le 25 novembre, le 31 décembre, il est fini. Et donc j'ai passé à peu près 1 mois à retravailler ce livre complètement et à le sortir. Et puis après, on n'a plus arrêté. J'ai sorti ce livre, j'en ai fait un second, je suis sur un 3e, et puis j'ai encore plein d'idées dans la tête. Donc, voilà. Alors, comment est-ce qu'on trouve un éditeur? C'est toujours la question qu'on pose aux nouveaux écrivains. Il y avait le challenge de trouver un éditeur. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, un manuscrit sur 3000 est édité. C'est un peu le parcours du combattant. Il faut aussi savoir que c'est un milieu extrêmement fermé, ou si on n'a pas le manuscrit qui arrive sur le bon bureau, c'est compliqué. Donc j'ai pas voulu me lancer un peu dans cette aventure un peu difficile,
j'étais à 8000 km, j'avais un travail assez prenant. Donc l'idée, c'était finalement d'aller en auto-édition pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'était facile, bien évidemment, mais surtout parce que la relation avec le lecteur est complètement différente. Moi, j'ai beaucoup d'amis écrivains qui ne connaissent pas leur lecteur, finalement, sauf quand ils font un salon du livre ou un événement. Moi, mes lecteurs, ils m'envoient des photos. Ils partent en vacances avec, ils m'envoient donc des photos du bout du monde, ils m'envoient des petits messages. Il y a une relation extraordinaire qui sont construites avec mes lecteurs. Et c'est marrant parce que j'ai rencontré une femme qui travaille chez Albin Michel qui m'a dit, mais tu sais, j'ai jamais vu autant d'interactions avec des lecteurs, même avec des écrivains extrêmement connus et extrêmement peu publiés. Et donc pour l'instant, je conserve cette relation fantastique. J'ai eu la chance d'avoir plus de 85 avis Amazon, ce qui est énorme. Et puis c'est surtout qu'en publiant sur une plateforme comme Amazon, qui est parfois décrit sur d'autres sujets, eh ben on est visible dans le monde entier. Et donc, c'est la francophonie, parce que j'ai des gens de Dubaï, j'ai des gens d'Égypte, j'ai des gens du Canada, et donc j'ai des lecteurs du monde entier. C'est juste extraordinaire. Et c'est vrai que moi qui essaye des fois d'acheter des livres en France, quand je me mets sur Amazon, ben, je ne peux pas les avoir, ils ne sont pas disponibles. Il faut que j'aille chez Albertine, ou il faut que j'aille en France faire ma petite liste. Et donc voilà. Donc voilà un peu mon aventure littéraire que je poursuis comme ça. Puis on verra si une opportunité se présente. On reverra peut-être la chose. Alors, vous vous réveillez à 5 h du matin, vous travaillez jusqu'à 10 h. Comment est-ce que vous écrivez? Alors, le deuxième, j'ai écrit différemment. Le deuxième, je l'ai écrit à tout moment. Ça veut dire que je peux l'écrire le week-end, à la lueur d'une bougie, le soir parce que je suis inspirée. Je peux tout d'un coup dans le métro sentir une inspiration, donc louper ma station et être obligée de revenir dans l'autre sens. Donc, je l'écris à tout moment. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne. Il y a des moments où je suis inspirée, je commence mon histoire, je pose des personnages. Puis parfois, ça part différemment, je reviens dessus, et à la fin, je reviens pour construire l'histoire, pour qu'elle se défile de façon parfaite. Mais en tout cas, voilà, les inspirations me viennent à tout moment de la journée et partout. Voilà, ça peut être dans un café, ça peut être chez moi, dans des endroits extrêmement différents. Le deuxième ouvrage, L'atelier au fond de la cour, est en fait un chassé-croisé entre deux époques, entre l'avant-guerre en France, à Paris, et puis à Melbourne, en Australie, et à New York. Pourquoi ce chassé-croisé? Alors, je crois que je n'ai pas répondu à la première question en vérité sur la valise noire, et je vais le faire avant d'aller sur le deuxième, parce qu'il est parti... Elle est sortie d'où, cette valise? Ouais, c'est exactement ça. Et c'est parti d'une anecdote complètement mineure. Je vivais à Miami à l'époque, et je partais en vacances à New York, et je me suis dit, ah non, je ne veux pas comme d'habitude arriver à l'aéroport avec le tapis des valises qui défile, et il y a 25 valises grises, et tu en prends une et tu la remets, tu en prends une autre. Donc j'ai dit, je vais acheter une valise complètement folle que personne n'aura. Je me suis rentrée dans le magasin, j'ai vu une valise noire avec des énormes neurones, j'ai dit, c'est celle-là que je veux. Personne ne va avoir cette valise, c'est la mienne. Et j'arrive à New York, et donc les valises arrivent, et je vois ma valise toute contente, donc je me précipite. Et tout d'un coup, la valise est très légère. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je regarde, je dis, oh, il n'y a plus de cadenas, on m'a volé mes affaires. Donc j'ouvre la valise, et là, c'était pas ma valise. Il a acheté une valise noire à 1 euro, complètement dingue, sur un vol New York, Miami. Donc c'est parti de là. Et puis, donc l'histoire, après, n'a absolument rien à voir, mais voilà, c'est parti d'une petite anecdote personnelle. Quant à l'atelier au fond de la cour, c'est parti d'abord de plusieurs choses. D'abord, je travaille sur un événement sur la mode française, qu'on va faire à New York, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas explorer le monde de la mode. Et puis c'est parti du coup sur mon grand-père, qui était un juif polonais émigré à Berlin, qui a fui Berlin dans les années 30 pour venir en France chercher une terre d'accueil, et qui s'est retrouvé pris prisonnier en Allemagne après. Et donc je me suis dit, et pour moi ce grand-père que j'ai perdu très tôt, puisque j'avais 7 ou 8 ans, ça a toujours été mon ange gardien. C'était un homme qui, quoi qu'il arrive dans la vie, c'était un homme qui s'amusait. C'était un homme qui faisait du théâtre, c'était un homme qui dansait, il était président d'association également, comme vous. Il a toujours eu un sourire, il nous a toujours gâtés, même quand les situations économiques étaient compliquées. Voilà, donc j'ai voulu rendre un peu hommage à ce grand-père. Alors l'histoire n'est pas celle de mon grand-père, parce que c'est une fiction. La seule chose, c'est que le Max, dans ce livre, et le personnage que j'ai gardé de mon grand-père, voilà. Son sourire, sa bonne... Mais ce Max est votre grand-père? Oui, pas du tout avec la vie. Mon grand-père n'a jamais été à Melbourne. Et qui est mort très âgé dans le livre. Qui est mort très âgé. Je ne sais pas de mon grand-père
quand il avait 60 ans. Mais voilà, la seule anecdote, enfin les seules anecdotes qui sont vraies, c'est ce magasin de confection qu'il avait à Paris, où avec ma mémoire d'enfant puis d'adolescente, puisqu'ils ont conservé, mes grands-parents ont conservé ce magasin jusqu'à mes 12 ans, et bien j'ai en mémoire une mémoire visuelle de chaque recoin de ce magasin, donc je retranscris. Et puis Max, dans le livre, va s'évader des camps et se retrouver dans un train bourré de soldats allemands en 1942. Et comme il avait étudié à Berlin, il avait un allemand parfait. Et donc ce petit juif allemand s'est retrouvé dans ce wagon rempli de soldats nazis et a pu rentrer à Paris sain et sauf. C'est la seule chose qui existe. Tout le reste est complètement romancé. Quel est votre prochain projet? Alors, mon prochain projet, alors je suis sur un projet qui n'a rien à voir, qui est parti là aussi d'une anecdote, parce que je parle toujours d'anecdotes. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis un soir, j'étais sur Twitter avec ma sœur qui est journaliste et très Twitter accro. Et puis on avait posté une photo de Cassis, parce qu'on a passé nos vacances à Cassis et qu'on est tombé amoureux de ce petit port français. Et puis il se trouve qu'il y avait un rédacteur de la radio française RTL qui s'ennuyait entre deux flashs info et qui a commencé à nous parler de Cassis. Moi aussi, je suis fan de la région, etc. Et puis donc, on a commencé à créer un petit groupe en se parlant en pleine nuit, comme ça, les insomniaques que nous sommes parfois. Et puis on a commencé à se dire, tiens, ben, si on essaie de tout tomber, nos carrières, notre vie, et puis on allait ouvrir un café, librairie, papeterie sur le port de Cassis. Et donc c'est parti comme ça, et je me suis dit, voilà, j'ai créé 3 personnages qui avaient un peu une histoire et qui ont décidé de tout larguer pour aller ouvrir ce petit rêve qui n'avait aucun fondement sur le port de Cassis. Voilà. Mais j'ai d'autres livres, et j'en ai un que j'aimerais faire, mais qui me prend beaucoup plus de temps, et là il va falloir que je change de métier. C'est un livre un peu sur la francophonie. En vérité, c'est un livre sur l'Égypte de mon père, puisque mon père est né en Égypte. Il faisait partie de ces communautés pour qui la première langue était le français. Il y allait dans les écoles de sœurs françaises, ses amis de toutes les religions parlaient français. Et c'était une Égypte qu'on regrette tous, c'était l'Égypte multiculturelle et multicultuelle, où tout le monde s'entendait avec tout le monde et où le départ des Juifs puis après des chrétiens a été un déchirement pour les gens qui étaient sur place. Et je trouve qu'en ces temps un peu difficiles dans le monde, où on déteste l'autre au lieu de l'aimer, où les religions s'affrontent au lieu de converger, elles sont toutes nées de la même religion, eh bien, je me suis dit que c'était le moment d'écrire un livre comme ça, que le passé nous donne des leçons du présent. Donc, mais voilà, comme je n'ai jamais vécu en Égypte, comme c'est l'Égypte de mon père, je suis en train de collecter un nombre incalculable de petites anecdotes de tous ces Égyptiens qui ont vécu entre 1920 et 1950, enfin jusqu'à la venue de Nasser. Et puis voilà, écrire un roman qui sera important pour moi, et qui prend du temps. Alors écoutez, ne changez pas de métier, continuez, travaillez sur l'Égypte, travaillez sur cette Égypte multiculturelle, multireligieuse, cette Égypte de la francophonie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et continuez. Et d'ailleurs, je suis enfant de la francophonie, parce que, donc, en parlant de mon papa a fait toutes ses études en français, donc il lisait Zola, il lisait Baudelaire, et quand il est venu en France en 1952, il a commencé à Nancy, avant de rejoindre Paris. Et à Paris, il a pris ses livres et il cherchait les rues qu'il a lues dans tous ses romans. Il cherchait les rues du 20e de Zola, il cherchait... Et enfin, pour lui, il fait vraiment partie de ces gens pour qui la France est importante, pour qui la francophonie, pour qui les mots, pour qui la langue française ont été importantes. Et voilà, mon papa m'a toujours appris à lire énormément, à connaître notre histoire. Et voilà, je lui dois beaucoup sur l'amour des mots et l'amour de la lecture. Alors, quel est le message que vous allez promouvoir? Quand? Maintenant? Oui, maintenant, à partir de maintenant. Vous écrivez tous les matins entre 5h et 10h du matin. Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier de lire, parce que il ne faut pas oublier le livre. On a souvent tendance à regarder la télévision quand on est à un moment de repos, c'est tellement facile d'allumer un bouton et de lire. Mais quand on se plonge dans un livre, c'est une émotion complètement différente. Et quand on a un livre qui nous prend, et qu'on arrive à se décrocher et qu'on le ferme, on est un peu triste parce qu'on a laissé des personnages, on a laissé une histoire, on aurait presque envie que ça continue encore. Je trouve qu'il y a une émotion dans la lecture qu'on ne retrouve pas même dans le meilleur des films, la meilleure des émissions. Donc regardez la télé, il n'y a aucun problème, mais lisez
Et puis voilà. Et puis le deuxième message, c'est le message de l'amour. Et toi, mon cher Francis, tu es une des personnes que je connais dans ce monde qui propage tellement cet amour entre les peuples, entre les gens. Et voilà, et pour moi, Francis est un exemple de ce qu'on devrait tous faire, être bienveillant. Et, Applaudissez. Parce que c'est vrai qu'en vivant à New York est une ville très difficile sur plein de sujets, et c'est une tour de Babel extraordinaire. Et quand je vois que mes enfants fréquentent des enfants qui viennent du monde entier, qu'à l'école on respecte et on encourage justement d'où on vient, ces racines, ces semaines où les enfants amènent la nourriture de leur pays, où ils parlent de leurs racines. Moi, quand je suis devenue américaine, je me souviendrai toujours que la juge nous a dit, maintenant, ok, vous êtes tous américains, et vous avez une histoire, vous avez une culture, et vous devez continuer de la raconter à vos enfants, vous devez continuer de la préserver. Invitez vos voisins qui découvrent ce que vous faites comme plat typique, etc. Et c'est le message de New York, et je trouve donc que cette ville est fantastique pour ça, c'est parce qu'il n'y a pas de haine. Et qu'on soit noir, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, qu'on soit... Qu'importe, on a un regard bienveillant sur l'autre, de partage de culture. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et que quand je vais à Paris, je vois vraiment cette différence du vivre ensemble qui n'existe malheureusement plus. Et ici, le vivre ensemble est bienveillant. Et voilà, et je remercie cette ville de ça. Voilà, mon cher Francis. Applaudissons. De son accueil, les présidents qui défendent la francophonie. Mme Sestak, voilà. qui est la présidente éméritus de notre association depuis longtemps. Et puis toi, Francis, de m'avoir donné cette opportunité d'être là devant vous ce soir. Je vous remercie d'être là. Ça me touche beaucoup. Bravo, Pierre. Madame Meretz, vous avez le verbe facile. Et je me réjouis de vous avoir à mes côtés pour avoir obtenu un résumé de ces deux bouquins, du contenu de ces deux bouquins que vous avez écrits avec beaucoup de passion. Oui. Y a-t-il des questions? Ce n'est pas, non, ce n'est pas pour cette raison que vous allez partir d'ici les bras ballants. Les bouquins sont là, c'est gratuit, mais contre une contribution de $20. Maintenant, s'il y a l'interview est terminée, n'est-ce pas? Non. L'interview dure l'éternité. L'éternité, c'est un peu long, mais nous pouvons terminer parce que nous avons une réception après. Oui. Et que nous avons soif et faim. Je voudrais demander si dans l'assistance il y a des gens qui ont des questions. Et des questions faciles. Des questions. Je suis africain. Je suis du Cameroun. Et c'est le mois de la femme. Et vous avez écrit. Je m'attendais à ce que vous parliez un peu de la femme, puisque c'est dans ce cadre-là que nous sommes au mois de mars et dans le cadre de la francophonie. Alors vous avez dit que vous avez beaucoup d'idées, vous avez des projets. Mais peut-être que je pourrais ajouter un projet à vous, en vous disant, dans le domaine de la condition de la femme africaine est vraiment un sujet, peut-être qu'il conviendrait de mettre dans un roman, face aux difficultés, aux problèmes auxquels elle est confrontée. Vous avez vu le mois de la femme, vous avez vu beaucoup de ces femmes africaines dans la rue, avec le vestimentaire qui nous est traditionnel, que nous apprécions. Et j'ai également compris que vous avez quelques liens avec l'Égypte, certainement avec d'autres mondes, mais rien ne sort de vous qui indique que vous avez eu un clin d'œil au sud du Sahara, ou dans le Sahara, ou en Afrique. Alors je vous interpelle pour vous dire que peut-être, dans les suggestions que vous pouvez recevoir, pensons à la femme africaine et voyons si il est possible de parler d'elle d'une manière peut-être romancée, mais qui puisse attirer l'attention autour de vous
pour ceux qui lisent encore et qui aiment la lecture. Alors, c'est dommage parce qu'une de mes amies qui est sénégalaise et qui devait être là ce soir, on a eu d'énormes conversations dessus, parce qu'elle se bat énormément pour que les choses changent. Elle a d'ailleurs même des visions un petit peu politiques plus tard pour revenir au pays après avoir vécu de longues années ici. Et c'est des sujets qu'on a abordés et je serais ravie d'aller un petit peu plus loin justement sur les sujets. J'aime beaucoup, je ne connais malheureusement pas l'Afrique. J'aime beaucoup l'Afrique, j'aime sa musique, j'aime ses tenues. D'ailleurs, mon mari vous dira que je suis toute la journée en djellaba africaine à la maison. Et je vais même chercher mon courrier comme ça. Je fais beaucoup d'effets dans les couloirs. J'aime la musique du Mali. J'ai beaucoup de disques africains depuis toute jeune. Donc, j'ai avec ce continent quelque chose que je trouve extraordinaire. Donc merci de la suggestion parce que du coup, je pense reprendre mes discussions avec mon ami et les élargir à d'autres pays. Et voilà, votre idée me reste en tête. Je voudrais également ajouter que dans la valise des Noirs à nœud rose, il y a beaucoup de femmes et il y a beaucoup de vignettes. Il n'y a que des femmes. C'est un livre de femmes qui. Et voilà, il y a un peu d'Afrique, mais nous sommes tous citoyens du monde. Par conséquent, les femmes sont très présentes dans l'œuvre de Sandrine. C'est vrai que vous avez. J'aurais été très intéressé d'en savoir un petit peu plus, si vous voulez, puisque Francis vient de dire qu'il y a de nombreuses femmes dans votre ouvrage, et j'aurais voulu savoir quel type de femmes, de génération, parce que moi je dois vous dire que je me suis toujours intéressée au problème de la femme, puisque avant de venir aux Nations Unies en 1977, j'appartenais à une organisation internationale dont on disait, avec un peu d'ironie, que c'était l'équivalent du Rotary. On ne pouvait pas dire que c'était une organisation de femmes. Oui. Absolument identifiée à une autre. Enfin, peu importe. Et c'était des femmes qui étaient déjà cadres, qui avaient des responsabilités à différents niveaux. Alors déjà, ce sujet m'intéressait profondément. Puis, en étant aux Nations Unies, j'ai vu différentes femmes, parce que j'ai eu quand même le privilège de venir aux Nations Unies, j'allais dire encore en pleine guerre froide. J'avais la responsabilité de pays où les femmes n'avaient pas, avec le même statut universitaire et autres, les mêmes opportunités que leurs camarades, notamment dans le domaine linguistique. Bon, alors, ce qui m'intéresserait de savoir, madame, c'est si vous pouviez, sans révéler, puisqu'on va prendre votre livre, bien entendu, mais si vous voulez, la femme, c'est la tranche d'âge qui est intéressant. Et vous parliez de télévision. Il faut beaucoup lire, moi aussi. Vous savez, je suis fille d'éditeur, alors j'ai toujours vécu dans le livre, je sais ce que c'est. Mais vous avez des personnages féminins. Et il me semble, je vois surtout dans la télévision américaine, si vous voulez, les conflits entre mères, filles, et qui sont abordés tout à fait différemment, que ce soit aux États-Unis, au Canada, même en Europe. Et quant à la femme africaine, je conclurai là-dessus, puisque je suis d'origine française, je suis également américaine, mais j'ai la chance d'être mariée à un Camerounais. Donc, et alors l'autre jour, Emmanuel est témoin. Nous avons été reçus par l'ambassadrice du Cameroun, qui a créé une merveilleuse association, qui est l'association des mères africaines des Nations Unies. Et j'ai été très très honoré d'être parmi les lauréates, parce que j'ai travaillé très très étroitement avec l'ambassadrice pendant 30 ans à peu près. Et j'ai trouvé
j'ai vu toutes ces femmes africaines qui en tenue, j'allais dire occidentale, ou qui dans leur magnifique tenue africaine. Il y avait notamment une reine de la Côte d'Ivoire. Moi, j'avais jamais vu une reine africaine. Elle était même reine-mère. Et elle était splendide et excellente. Mais le dénominateur commun que j'ai trouvé à toutes ces femmes africaines, c'était leur joie de vivre, leur gaieté. Et, comment dirais-je, je ne peux pas vous dire, je suis sortie de là en me disant, mais on complique beaucoup trop les choses dans la vie. Ces femmes sont d'un naturel et d'une force extraordinaire. Alors c'était amusant, c'était pas la francophonie, ça se passait en anglais. Alors au début, il faut reconnaître, j'étais la seule occidentale dans le groupe à être honorée. Bon, très bien, poli, tout va bien. Et puis après, je leur ai dit, I have news for you. Et je leur ai dit que j'étais mariée en Afrique. Ah! Alors ça a été... C'est très, très amusant. Alors je reviens à ma question. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite description des femmes que vous aviez choisies? Alors, c'est intergénérationnel justement, puisqu'on a une femme, Laure, qui est le personnage principal du livre, qui a 70 ans, qui a perdu son frère de vue pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Laure trouve dans un journal un petit indice qui lui fait penser que cet homme, ce conférencier dont on parle, c'est peut-être son frère. Et donc elle décide, elle est américaine, pardon, elle vit à New York, et elle décide de prendre son avion et d'aller à Paris, partir seule comme ça, à la recherche de son frère. Elle a une demi-sœur en France qui va l'accueillir. Et puis à cause de cette valise, eh ben, elle va tomber sur 5 jeunes femmes qui étaient parties en vacances pour aller à Miami. L'une habitait en France, d'autres habitent à New York, d'autres elles viennent un petit peu partout. Elles avaient décidé de se passer une semaine ensemble, et puis elles tombent sur cette femme qui les appelle un peu au secours. Et donc elles vont partir tout ensemble à la recherche de ce frère. Et voilà, à chaque page, il se passe autre chose, donc difficile de résumer parce que voilà, chaque page, il se passe une nouvelle aventure, un nouveau clic qui amène, un peu comme un policier, mais qui n'est pas un policier, qui est un roman. Donc ce sont ces femmes qui vont un peu tomber amoureuses de cette mère qu'elles auraient pu avoir, cette Laure de plus de 70 ans, cette femme juste exceptionnelle, qui a plein de tendresse, d'émotion, d'amour à donner. Et voilà, donc c'est une belle histoire de femme. Je remercie Mme Sestak également de ses commentaires. Mme Sestak est en fait la reine de l'ACF, de l'Association culturelle francophone. Par conséquent, je pense qu'on peut l'applaudir. Je ne vois plus de questions. Je crois que Francis veut... Par conséquent, je pense que le bar sera ouvert très vite. Et vous êtes tous les bienvenus pour notre prochaine réunion. On vous fera signe. Nous avons quelque chose d'intéressant. Et nous sommes toujours très heureux de vous accueillir au sein de la francophonie. Merci à vous tous de votre accueil et merci à vous d'être venus. Merci. Et comme l'a dit Francis, le bar est ouvert. Allez.